Les inscriptions au préscolaire et au CP1 ont démarré ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Aux États-Unis, la tempête Ida a causé la mort d'au moins 14 personnes dans la ville de New York. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. C'est parti ce jeudi 2 décembre pour les inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année CP1 dans l'ensemble du pays. Des inscriptions gratuites dans les établissements publics. Dans quelle atmosphère se déroule-t-elle? Notre reporter Anissette Kona a sillonné quelques écoles suivant son point. Rentrée scolaire 2021-2022. Riviera Palmeraie, Saint-Viateur, Mina Anaël est élève en classe de CP1. Accompagnée de sa mère, elle est venue s'inscrire dans cet établissement privé. Malheureusement, du fait de la distance de l'école publique, elle ne pourra bénéficier de la gratuité des inscriptions pour les élèves du primaire public. Je suis venue prendre des renseignements par rapport à la scolarité et tout. Et vu que la scolarité est chère, ils m'ont dit que c'est 270 000. L'école publique est très loin de la maison. C'est là que, comme je n'ai pas le choix, donc je suis venue faire l'inscription de ma fille tranquillement. Un peu plus loin de là, dans une atmosphère plutôt calme à l'école primaire publique Karimou Koulibaly, le directeur rassure. La gratuité des inscriptions est effective. C'est la gratuité. Nous tenons compte de l'âge et autres, nous regardons. Et si les parents remplissent les conditions, en ce moment, nous, on inscrit l'enfant sans prendre un sou. Les parents viennent. Mais ici, on a déjà une école maternelle publique dont les enfants passent automatiquement. Ça fait que si vous voyez qu'il n'y a pas du monde, c'est parce que la plupart des parents avaient déjà mis leurs enfants à la maternelle. Et comme ils sont rassurés que cela passe automatiquement, en ce moment, ils traînent un peu sur les pas. Seulement, c'est quelques parents qui viennent d'ailleurs, qui comptent inscrire les enfants dans cette école, qui ont commencé à faire le rang. Et c'est ce qu'on fait. Pour l'heure, nous sommes à une dizaine d'enfants qui ont été inscrits, qui viennent d'ailleurs. À l'école primaire publique à Nouno, Kwasi, parent d'élève qui vient d'achever l'inscription de son fils, dit attendre la rentrée prochaine des classes avec sérénité. C'est effectivement gratuit ici. Il faut dire que c'est timide parce que ça ne fait que commencer. Les parents amènent les jugements de leurs enfants et nous les inscrivons directement sur nos listes. Ça s'est passé rapidement parce que comme c'est le début, les parents sont encore un peu réticents. Mais je pense qu'au fil du temps, ça va venir. Les inscriptions en classe de CP1 ont effectivement démarré dans les différents établissements. Et ce sont des inscriptions gratuites dans les établissements publics du pays. C'est une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique École pour tous du gouvernement ivoirien. C'est aussi bientôt la rentrée scolaire en France, la joie de retrouver ses copains avec parfois la contrainte du masque. Près de 12,3 millions d'élèves font leur rentrée ce jeudi, cette fois sous la menace du variant Delta qui suscite de nombreuses interrogations chez les parents et enseignants. La Côte d'Ivoire a servi de cadre du 27 au 29 août dernier au deuxième congrès de la Confédération estudiantine et scolaire africaine. Sinclair Allah, secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, a été porté à la tête de cette organisation panafricaine pour un mandat de 2 ans. Ce congrès était également une occasion pour les délégations venues de différents pays africains de réfléchir et trouver des solutions aux maux qui minent l'école africaine. Nous Sangaré, Alassane Drabou. Il est celui qui a pris les rênes de la CESA, Confédération estudiantine et scolaire de l'Afrique. Sinclair Allah, secrétaire général de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, a été désigné par l'ensemble des leaders des organisations estudiantines et scolaires des États africains à l'issue du 2e congrès de la CESA. Par cette élection, il devient ainsi le 2e secrétaire général continental de cette organisation panafricaine. Investi dans ses attributs de secrétaire général, le nouveau leader de la CESA s'est engagé à œuvrer pour l'épanouissement des élèves et étudiants africains. Nous sommes dans un système universel, du système LMD, où la mobilité est un préalable. Mais aujourd'hui, je prends l'exemple tout simple de ce que l'étudiant ivoirien, qui est dans cette même Afrique, qui veut fréquenter par exemple à Accra, ne paye pas les mêmes frais d'inscription que l'étudiant ghanéen. Et donc là, il y a un problème. Lorsque nos chefs d'État parlent de l'Union africaine, alors il doit avoir un instrument pour booster. Et nous avons cette mission de permettre à l'étudiant nigérien qui est à l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire de payer les 60 000 que l'Ivoirien paye. C'est par là que le moteur de l'intégration africaine
pourra prendre son envol. Pour y arriver, Sinclair Alla peut compter sur le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Chaque fois que tu auras besoin de monsieur le ministre, ou tu auras besoin d'un ministre de la sous-région pour intervenir dans certains dossiers complexes, que ce soit le ministre du Bénin, le ministre du Burkina, celui du Ghana, celui de la Guinée et tous les pays ici présents, sache que monsieur le ministre est prêt à toute attention pour t'accompagner à relever ces défis. Outre l'élection du secrétaire général, ce congrès qui s'est tenu les 27, 28 et 29 août a permis aux délégations venues des différents pays africains de réfléchir sur les maux qui minent le système éducatif africain afin d'y apporter des solutions. D'où le thème « Quelle réponse de la jeunesse scolaire et universitaire face aux défis du continent africain ?» Rendons-nous à Thiébisso, au centre du pays, pour parler développement. Cette localité bénéficie désormais d'un nouveau château d'eau et d'un collège moderne. Retrouvons Georgette Ido pour les temps forts de cette cérémonie d'inauguration. Estimés à plus de 8000 âmes, les habitants de Lomokankro n'auront plus besoin d'aller chercher de l'eau au marigot pour leurs obligations quotidiennes. Ce village, situé à une vingtaine de kilomètres de Thiébisso, vient d'être doté d'un château d'eau. Je suis très contente parce qu'avant, on n'avait pas l'eau courante. On se réveillait tôt pour venir puiser l'eau, chercher l'eau, on faisait le rang. Maintenant que le château d'eau a été inauguré, on aura l'eau dans tous les foyers. D'un coût total de plus de 165 millions de francs CFA, ce château d'eau de Lomokankro est une réalisation du Conseil régional du Bélier qui inaugure dans le même laps de temps le collège moderne de la localité dont les travaux sont estimés à environ 180 millions de francs CFA. Chaque fois que nous nous rassemblons pour communier ensemble, pour s'unir, pour implorer le Tout-Puissant, pour qu'il nous donne la force de conduire nos populations à des lendemains meilleurs, nous sommes heureux. Et qu'aujourd'hui, ce que nous faisons ici fasse tache d'huile dans tout le département pour que les fils et les filles de Thiébisso se rassemblent comme cela pour célébrer la cohésion, pour célébrer la paix. Ces infrastructures qui améliorent ainsi les conditions de vie des populations de Lomokankro, en même temps qu'elles impactent celles de 20 villages voisins, sont saluées par les fils et cadres de la sous-préfecture. Nous avons fait cette cérémonie de reconnaissance, de gratitude, de remerciement, mais nous l'avons couplée avec des activités de développement, notamment le château d'eau, le collège qui va passer de collège en lycée, le foyer des jeunes qu'on a posé la première pierre. Et donc notre action n'était pas seulement festive, mais elle était tournée aussi vers le développement, apporter un mieux-être à nos populations. La cérémonie d'inauguration du tout nouveau château d'eau et du collège moderne de Lomokankro a été mise à profit par les autorités du Conseil régional du Bélier afin de promouvoir l'union et la cohésion pour un développement harmonieux bénéfique à tous. La ville d'Azaguié, au sud du pays, était récemment en fête. Elle a accueilli la finale du tournoi d'éveil de conscience de la jeunesse. Un tournoi qui s'est soldé par la victoire de Komikro. Une rencontre sportive pour consolider la paix, comme nous l'explique Patrick Dadier. Ville de la région de l'Agnébi-Tiassa, Azaguié, située au sud de la Côte d'Ivoire, se trouve à 40 km de la capitale économique. Le chef-lieu de département, érigé en commune en octobre 1985, termine en beauté ses vacances. Créneau choisi, le football. Dimanche 29 août 2021, au stade Jean Aiglin, malgré la pluie qui s'abat sur la région, le parrain Frédéric Kwame Yao et son équipe sont présents pour l'apothéose du tournoi baptisé Tournoi d'éveil des consciences de la jeunesse d'Azaguié. Komikro en orange face au centre-ville. En moins de 10 minutes, Komikro va inscrire l'unique but de la finale. Sur cette faute, à 40 mètres des buts adverses, le capitaine Souleymane Bamba est audacieux. Komikro remporte donc la première édition du tournoi qui scelle ainsi définitivement la paix entre les habitants d'Azaguié. Le capitaine reçoit des mains des bienfaiteurs un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe et un trophée.
J'ai eu cette initiative auquel j'ai fait appeler l'éveil des consciences de la jeunesse. Chez moi, je trouve qu'elle est la première des choses pour cette jeunesse, vu que nous avons vu beaucoup de choses. Et il est important pour la jeunesse vraiment de passer à une autre étape, d'être éveillé. Et cela va les amener vraiment à prendre en main leurs propres idées, à croire à un lendemain meilleur, si seulement qu'on arrive à se mettre les mains dans la main. Pour les organisateurs de la première édition du tournoi d'éveil de conscience de la jeunesse d'Azaguié, débuté le 11 juillet 2021 avec une dizaine d'équipes, non seulement l'objectif principal qui est la cohésion sociale entre les fils et les filles de la région semble être atteint, mais bien plus, le pari de la mobilisation a été gagné. À l'étranger, plus de 3 mois après l'éruption du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo, des milliers de sinistrés vivent encore autour de Goma dans des abris de fortune et appellent à l'aide. Alassane Drabou. Plus de 3 mois après l'éruption du volcan Nyiragongo, les sinistrés vivent toujours dans des abris de fortune. Après le retour de tous les sinistrés, je me suis construit cette tente dans laquelle je vis. On manque de nourriture. On souffre dans ce camp de déplacés. On risque de mourir de faim. Il faut que le gouvernement nous aide en nous donnant de la nourriture. Les autorités mettent en place un programme de construction d'abris. Les sinistrés seront sur ce site dès que nous aurons terminé tout ce qui est sécurité, pour qu'ils soient en toute sécurité. D'ici 2-3 semaines, dès que les moyens seront là, ils seront prêts pour entrer. L'éruption a fait 32 morts et des centaines d'habitations ont été détruites. Loin de la République démocratique du Congo, au Malawi, seulement 11% de la population a l'électricité, à peine 4% en milieu rural. Dans le petit village de Yobe-Nkosi, un jeune homme a bricolé une turbine hydroélectrique sans formation particulière pour y remédier. Georgette Ido. En déviant l'eau de la rivière et avec un compresseur de frigo, il a fabriqué cette simple turbine hydroélectrique qui permet d'éclairer tout son village au Malawi. Il y a assez d'énergie pour accorder 1000 foyers à cette turbine. Et avec le même courant, je pouvais ajouter une autre turbine plus bas. On profite de l'électricité. Ça nous permet de regarder la télévision et aussi de trier nos récoltes le soir, sans aucun problème. L'école de Yobe-Nkosi est la seule sur les 17 de la région à être éclairée. Avant, on utilisait des bougies et quand il n'y avait plus d'argent pour en acheter, on ne pouvait pas travailler. Maintenant qu'on a l'électricité, beaucoup d'entre nous pourront passer les examens. Au Malawi, seul 11% de la population a l'électricité et 4% en milieu rural. Des trompes d'eau se sont abattues sur New York dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 septembre au passage des restes de l'ouragan Ida. La tempête a déjà fait au moins 14 morts dans le sud des États-Unis et provoqué tornades et inondations dans le nord-est du pays. New York, donc, comme une partie du nord-est des États-Unis, subit les pluies torrentielles de la tempête Ida. Le métro new-yorkais a dû être suspendu et l'état d'urgence déclaré, une première historique. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain à la même heure.